Alors, bon matin. Je me sens un peu bizarre. J'ai commencé à m'intéresser au cerveau il y a 40 ans. Et je me dis, quand je fais ça, je regarde en arrière, mais je m'aperçois que vous autres, vous regardez en avant. Autrement dit, vous allez voir dans ma présentation que j'étais chargé de cours à l'UQAM, j'étais directeur général d'un organisme qui s'appelait Conseil du Québec de l'enfance exceptionnelle. Et je me posais des questions. Pourquoi il y a des enfants qu'on appelle exceptionnels? Pourquoi il y a des troubles d'apprentissage? Pourquoi il y a des déficients mentaux? Et moi, je sortais d'une expérience que certains de vous autres peut-être avaient déjà entendu parler. J'ai été 6 ans à travailler avec les enfants de Duplessis. On les avait sortis des hôpitaux. On avait ouvert un centre qui s'appelait Dorea, qui veut dire en latin Dormus Aurea, ça veut dire maison d'or, et on essayait de récupérer ces enfants-là. J'ai été 6 ans à travailler avec eux autres, et je me suis posé tellement de questions. Et à un moment donné, j'ai acheté un volume, je vais vous le montrer tantôt, qui s'appelait, sur les troubles d'apprentissage, je vais vous le montrer tantôt, là. Et j'ai commencé à m'intéresser à la neurologie. Et j'ai été pendant 40 ans à ramasser toutes sortes de choses, puis les gens riaient de moi. Les gens riaient de moi parce qu'ils disaient, voyons donc, ça donne de travailler sur le cerveau. Non. Tout ça pour vous dire que je me suis senti très seul, et vous allez voir un peu plus tard dans une des diapositives, à la fin, je dis, le point culminant, c'est finalement ici. Parce que j'ai tellement été longtemps à me sentir isolé, à moins que je me trompe, il n'y a aucun cours de neurologie dans les facultés d'éducation dans la province de Québec. OK? C'est pas important. Le cerveau n'existe pas en éducation. Donc, je me suis tellement senti isolé. À chaque fois que j'en parlais, j'avais l'impression que je parlais dans un désert. C'est comme si on remontait à l'ancien temps où l'intelligence est à quelque part ici, en haut, là. T'sais? Et puis, ce qui se passe dans le cerveau, c'est pas grave. Il y a des gens, par contre, qui ont de la misère avec leur cerveau, mais ça ne semble pas être la normalité. Bon. Alors, tout ça pour vous dire que je me suis senti très contraint d'avoir à présenter en 20 minutes 40 ans de recherche. OK? Donc, vous m'excuserez, je vais passer très vite, mais il y a un principe pédagogique que j'ai découvert qui est quand même très important, c'est que, et j'expérimente ça avec mes étudiants régulièrement, c'est que quelle que soit la présentation, je donne toujours un texte. OK? Parce que je suis conscient que j'utiliserai peut-être des termes que vous ne comprendrez pas, parce que vous n'avez pas l'expérience que j'ai dans certaines approches. Le premier de tout modèle allostérique, ça va peut-être vous embêter, mais il y a des explications dans le texte sur lesquelles vous allez pouvoir revenir n'importe quand. Et quand je donne des cours à mes étudiants, ils ont toujours un texte en main ou sur leur ordinateur portable, parce que je suis resté très sensible aussi à la technologie. Okay? Donc, je donne tous mes cours, puis mes étudiants ont des portables. Tous mes étudiants ont des portables. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à l'université à essayer d'avoir des prises de courant pour ces étudiants-là. Vous ne pouvez pas vous imaginer le trouble que j'ai eu. Ça a pris 1 an. Ah, ça va coûter cher. Oui, mais c'est leur génération. Ils appellent ça la génération I. Ils fonctionnent avec des iPads, des iPods, tout ce que vous voulez. Et c'est important. Alors, mes cours, depuis 2 ans, ils ont leur portable. Ils ont sur un site tous mes documents. Okay? Et ils peuvent me suivre, ils peuvent surligner. Ils n'ont pas de notes à prendre. Ils surlignent, ils encadrent. Et ils font des travaux que j'appelle représentatifs du fonctionnement du cerveau. Je vais juste débarquer une seconde parce que je veux aller chercher quelque chose. Ça ne sera pas long. J'ai un petit document que je veux vous montrer parce que je trouve... Bon, le voilà. Ce petit logiciel s'appelle Inspiration, que vous connaissez peut-être. Et je veux simplement vous montrer l'application du modèle allostérique pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Alors, je vais en prendre un au hasard. Et ça va me permettre d'expliquer c'est quoi un modèle allostérique.
Et vous allez certainement, avec vos expériences, comprendre des choses. J'espère que je vais être capable de retracer mes... OK. Un modèle allostérique, ça vient de allostérie. OK? Et l'allostérie, c'est une... il y en a qui sont en biologie parmi vous autres, ça serait supposément l'effet que fait un enzyme sur une protéine. Okay? Et c'est une analogie qu'un auteur français a faite pour parler de modèle allostérique. C'est que toute connaissance, si elle arrive dans le cerveau, elle modifie quelque chose. Et cette partie-là du cerveau n'est plus la même après l'apprentissage. Okay? Donc, modèle allostérique, c'est qu'on installe dans le cerveau des étudiants. Le SOMA, c'est le résumé de la situation pédagogique. Il y a le sujet, l'objet, le milieu et l'agent. Ce sont les 4 éléments qui sont présents dans la classe. Et il y a des théories centrées sur le sujet, il y a des théories centrées sur le milieu, des théories centrées sur l'objet, des théories centrées sur l'agent. Et moi, je présente le cadre, okay, le grand cadre, les grands concepts. Et les étudiants, ensuite, font des recherches. Bon, je vais vous donner un exemple avec les théories centrées sur le sujet, puisque ça nous touche. Alors, j'ai les théories neuropsychopédagogiques. Okay? Et dans les théories neuropsychopédagogiques, je leur donne des documents sur l'analyse neuropsychopédagogique, l'intelligence humaine, l'apprentissage de la lecture. Il y a des documents sur Internet, par exemple, ou d'autres. Par exemple, l'École du délire, c'est pour simplement dire comment le cerveau peut fonctionner pour faire apprendre la lecture. Ils allaient le lire, et chaque étudiant construit ses connaissances, c'est-à-dire il va mettre dans sa recherche qu'il a fait, ce qu'il a surligné, ce qu'il a encadré, il va le mettre tout simplement à l'endroit. Il construit ses connaissances. Et ce qui est fantastique, c'est que quand les étudiants ont construit cette structure-là, qui est représentative du cerveau, là, conscient, hein, c'est un miroir de ce qu'ils sont allés chercher comme connaissances. Okay? Donc, ce que ça fait, c'est que quand ils viennent m'en parler, ils peuvent m'en parler pendant 1 heure. C'est eux autres qui ont construit leurs connaissances, qui ont choisi les connaissances qu'ils voulaient garder sur tous les sujets. Okay? Donc, le modèle allostérique, c'est la construction par l'étudiant de ses connaissances avec comme guide ce que le professeur a dégagé. Si vous comprenez ça, vous allez pouvoir me suivre pour ma présentation. Donc, ma présentation, c'est un modèle allostérique. C'est une structure en 5 tâches qui correspond à ce qui se passe pour apprendre. Okay? Et ça résume les 5 grandes étapes ou les 5 grandes tâches que l'apprenant a à faire. Là, je vais revenir tout simplement vous expliquer certains éléments. Je vais passer rapidement, vous les avez tous. Alors, il y a une définition du modèle. Il y a une définition du modèle allostérique qui est sur 2 éléments, 2 diapositives. Et ensuite, j'ai mis très, très rapidement ce que j'ai appelé une histoire rapide du cerveau. Vous le regarderez, c'est avant Jésus-Christ, 1250 avant Jésus-Christ. On croyait que l'âme flottait au-dessus du corps durant le sommeil, puis ensuite à la mort. C'est assez étonnant qu'il y a des gens qui vous racontent une probabilité d'être venus presque morts, puis qui vous disent qu'ils se sont vus au-dessus de leur corps. Okay? C'est assez étonnant, mais on avait déjà cette description-là. Et là, j'ai évidemment celle-ci que j'adore, hein, qui est tout simplement le squelette qui réfléchit sur un crâne. Okay? Et vous avez la suivante, Léonard de Vinci. On était sûr que l'intelligence était spirituelle, donc les 3 ventricules ont souvent inspiré à la Renaissance les gens. C'était là qu'était l'âme, c'était là qu'était l'intelligence, et c'est allé jusqu'à des orbites complexes là, avec toutes sortes de facultés qui étaient, on appelle ça des facultés, c'était pas matériel. Okay. Bon, alors vous me suivez un peu, c'est pas d'aujourd'hui qu'on s'interroge sur comment fonctionne le cerveau. Bon, je reviens, parce que je veux passer rapidement, arriver à mon propos. Je reviens à des éléments plus particuliers. J'ai mis quelques dates importantes de mon cheminement. Okay? Donc, vous voyez qu'en 1971, j'ai acheté le livre « Learning Disorders in Children ».
Et il y avait un chapitre 6 qui s'appelait The Neurology of Learning Disabilities. Et là, j'ai acheté différents volumes. Je faisais partie d'un club qui s'appelait Basic Books. Et à chaque fois qu'il y avait des choses sur la neurologie, si vous verriez ma bibliothèque, je n'ai pas tout lu, là, mais c'est incroyable tout ce que j'ai sur la neurologie, les tests, l'Ouria, Nebraska, en tout cas, j'ai toutes sortes de choses là-dessus. Puis, il s'est inséré à travers ça toutes sortes d'expériences. Je pense au film Mon oncle d'Amérique, dans Québec, pour la recherche, les fonctions cérébrales et la circulation sanguine. Ça, c'était mon premier contact avec ce que j'appellerais, je dirais pas de neuroimagerie, là, mais il s'était penché dans cette revue-là. Ça date quand même de quelques années, là, 1978, et on s'était penché avec du xénon et de l'imagerie. On voyait les centres qui étaient impliqués dans la lecture et l'écriture, compter en mathématiques, et je trouvais ça fantastique. Mais, comme je vous dis, je me suis senti tellement petit dans ce grand domaine-là que je n'osais pas parler, mais je ramassais des informations. Et j'en suis arrivé à ce que j'appelle maintenant la neuropsychopédagogie, c'est-à-dire, je suis allé chercher des connaissances basées sur la neurologie, la neuropsychologie, la psychologie, la psychopédagogie et la pédagogie. Donc, vous voyez que moi, mon lien, c'est de la neuro à la pédagogie. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a écrit sur la neurologie du cerveau qui est pertinent dans la pédagogie? Okay? Donc, je suis très centré sur l'enseignement et vous allez voir ça un petit peu plus tard. Bon, alors, je continue. Et là, j'ai présenté, là, je vais aller tout simplement les montrer, puis vous les regarderez vous autres mêmes. J'ai toute une série de volumes que j'ai achetés. J'en ai un, je pourrais vous le montrer, là, celui-ci, The Working Brain de Luria. Vous connaissez peut-être Luria. Il y a Penfield, j'ai lu Penfield qui a écrit son dernier volume de Mystery of the Mind. Et Penfield dit candidement à la fin de son volume, ben je pense que l'âme, l'esprit existent en haut, puis il y a un substrat matériel. J'étais très étonné pour un bonhomme comme Penfield qui avait fait la cartographie du cerveau ici à McGill. Il me semble que c'était à McGill, en tout cas. Et j'étais très surpris qu'à la fin de sa vie, ils disent qu'il reste encore peut-être quelque chose de spirituel là, qui est au-dessus, puis un substrat matériel. Ça m'avait très étonné. Et là, ben, il y a eu toute une série de documents qui sont sortis. Et ça m'a amené finalement à ceci, qui est le modèle. Mon modèle de fonctionnement du cerveau pour les activités d'apprentissage. Alors, il y a 5 tâches. Okay? La première chose que l'apprenant doit faire, et là, je me mets du point de vue des enfants, mais je me mets du point de vue des universitaires aussi, des étudiants que j'ai eus depuis. En passant, je vais fêter l'année prochaine ma 50e année d'enseignement. Tout le monde me dit c'est unique, il n'y a pas personne qui a fait 50 ans d'enseignement. J'ai commencé en 1962 dans une école de réforme en Ontario avec des délinquants. En 2012, ça va faire 50 ans. Alors, on me dit que ça ne m'a pas vieilli, ça ne m'a pas trop magané, mais il faut croire qu'enseigner, ça peut être plaisant aussi. Bon, OK, alors, là, vous essayez de me suivre parce que je suis très synthèse dans cette approche-là. Donc, la première chose pour l'apprenant, dans n'importe quelle situation, il doit identifier le stimulus auquel il doit porter une attention. Donc, l'élément, c'est l'attention soutenue. Donc, une attention visuelle, auditive, tactile, kinesthésique, olfactive, gustative, selon la situation. Alors, vous êtes conscient là, que c'est tout le sensoriel qui est impliqué. On doit avoir une attention à un stimulus. Il y a 6 types de stimulus. S'il y a attention, il y a nécessairement en deuxième lieu l'analyse de l'information sensorielle. Okay? Alors, qu'est-ce qu'il doit percevoir suite à l'analyse qu'il fait? Ça, c'est la partie sensorielle. Luria l'appelait la partie input. Okay? Et j'ai après ça 3 et 4, la partie output. Alors, action ou séquence d'action que le cortex frontal doit planifier suite à son analyse des informations reçues. Action ou séquence d'action que le cortex moteur doit exécuter. Ça, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire comprendre ça à mes étudiants. Parce qu'eux autres, on passe à l'action. Et là, je leur dis non. Le cerveau, la partie avant, il y a une décision, il y a une planification qui est faite, il y a une réflexion qui se fait.
Quand vous écrivez un texte, vous réfléchissez à ce que vous allez dire, puis après ça, vous l'écrivez. Donc, il y a une planification de l'action d'écrire, puis après ça, il y a l'action d'écrire. OK? Donc, et finalement, à la fin, il y a la dernière, l'identification des émotions positives ou négatives qui accompagnent la perception des informations ou le résultat des actions. Et là, dans ma tête, c'est clair que quand on regarde une jolie femme, on a un plaisir. Quand on regarde une belle peinture, on a un plaisir. Quand on écoute un beau morceau de musique, on a un plaisir. Et quand on est touché, on a un plaisir. Puis quand on touche, on a un plaisir. Puis finalement, il y a des émotions qui suivent tout le temps les quatre autres. Et je dis à mes étudiants, il n'y a pas un enfant qui a une émotion négative dans une nouvelle activité. Mais son succès ou la perception qu'il en a, c'est trop fort, c'est pas beau, crée une émotion après. Alors moi, je dis, tous les enfants sont neutres, à mon avis, pour apprendre, et c'est l'expérience qu'ils ont, de ce qu'ils ont entendu, ou de ce qu'ils ont fait suite à ce qu'ils ont entendu, qui va créer un abandon ou une motivation. Okay? C'est très clair là, qu'on aboutit à des émotions qui... Et s'il y a une émotion positive, on recommence. Et il y a plusieurs auteurs qui disent, on va recommencer une activité qui a été plaisante. On va rechercher un plaisir. Et évidemment, dans tous les documents que j'ai consultés, ça ressort. Okay? Il y a un bonhomme dans tout ça que j'ai trouvé fantastique, c'est Henri Laborit, qui dit il y a 3 comportements importants. Il y a la fuite, il y a la lutte, puis il y a la dépression. Et moi, je trouve que les enfants qui décrochent, les enfants intelligents, ils n'en peuvent plus de ce qu'on leur fait vivre à l'école. Ça ne les intéresse plus, ce qu'ils vivent à l'école. Ça ne les intéresse pas d'entendre leurs profs, de faire des travaux. Il n'y a plus rien qui les intéresse. Et là, à un moment donné, plutôt que d'être là, puis de subir, puis de déprimer, ils s'en vont. Et moi, pour moi, c'est ça, l'éloge de la fuite de Laborit, c'est qu'il y a des gens qui quittent le mariage parce qu'ils n'en peuvent plus de leur conjoint. Et ça va dans tous les sens. Là. Quand il y a quelque chose qui nous opprime, puis qui nous rend malades, que ce soit le travail, le conjoint, tout ce que vous voudrez, une des solutions, c'est on fuit. Puis je trouve ça sain. Okay? Habituellement, les gens sont mieux après. Bon, OK. Alors, ça conduit à ceci. Okay? Et ça, c'est finalement le modèle allostérique. Ce sont des concepts ou des locutions conceptuelles. Hein, une locution conceptuelle, c'est plusieurs mots mis un à côté de l'autre qui représentent quelque chose d'abstrait qui correspond à ce que je viens de vous dire. Okay? J'ai rajouté à droite un élément de la psychologie cognitive qui dit qu'il y a des connaissances qu'on appelle déclaratives qui viennent se greffer à la partie arrière du cerveau, les informations. Okay? Donc, les sons, les significations, les règles, les formes, les couleurs, etc., tous les domaines de réception de l'information. Et il y a ce qu'on appelle les connaissances procédurales, les savoir-faire, les savoir-agir, bouger, écrire, parler, etc., etc. Et ça conduit aussi à la fin à une motivation, une indifférence ou un abandon. Donc, c'est le modèle que j'ai mis au point qui représente une situation pédagogique. Okay? Le cerveau est impliqué de cette façon-là. Et je vais dire, par exemple, à mes étudiants, première chose, là, est-ce que les enfants vous regardent si vous avez quelque chose à leur montrer qui est visuel? Okay? Est-ce que les enfants vous écoutent? Okay? Et une des façons, c'est d'aller vérifier s'ils ont écouté, qu'est-ce qu'ils ont retenu. Et j'ai fait un travail pendant 2 ans avec des enfants hyperactifs qui avaient des problèmes assez sérieux d'attention, parce que dans les années 80, ça a changé. On appelait ça une dysfonction cérébrale minime. En 80, avec Virginia Douglas, ici à Montréal, on a appelé ça déficit d'attention. Au début, je trouvais ça difficile, là, mais je peux comprendre, c'est le premier élément. Okay? Et il y avait l'autre étape qui était l'impulsivité. Et moi, je me suis dit, je vais me faire un modèle d'intervention auprès des hyperactifs. Et le modèle était très simple, il suivait ça. Je disais à mes étudiants, on avait 8 enfants hyperactifs en déficit d'attention, et je leur disais, vous leur donnez une consigne. Okay? Vous vérifiez qu'il a compris la consigne. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'en va au gymnase? On ne court pas, on descend les marches une par une, on ne pousse pas son voisin. OK, allez-y. On s'en va au gymnase. Arrivé au gymnase, tout le monde a bien fait ça, vous les récompensez.
Okay? Et l'idée, c'était toujours de faire ce système-là de sorte que ça soit efficace. Okay? Et vu qu'il y avait un déficit de l'attention et de l'impulsivité, c'est sûr que les premières fois, on disait, on s'en va au gymnase, ils partaient, mes amis, on n'avait plus le temps de les suivre. Ceux qui connaissent les hyperactifs, vous savez ce que c'est. Et tranquillement, notre intervention a duré 2 ans. C'était 1h30 par jour, 4 jours par semaine. Et vous allez voir les résultats un petit peu plus loin que je vais vous les signifier. Donc, si je reviens à mon interprétation, et là, je vais passer rapidement. Je vais revenir à l'affiche pour que vous puissiez suivre dans le volume. Ben, pas le volume, mais le texte que je vous ai présenté. Alors, je reviens à l'affichage. OK. Donc, on était ici, là, si vous m'avez suivi. Et là, je repasse les 5 étapes du modèle parce que M. Steve m'avait demandé d'identifier mes sources qui ont construit mon modèle. Donc, je suis allé chercher, ça c'est un dessin que moi j'ai fait dans le temps, dans mon volume. Donc, le centre de l'attention, c'est quoi qu'on a comme image? Alors, ensuite, le fonctionnement du cerveau pour le visuel, le tactile, le kinesthésique. Vous avez toutes sortes d'images qui sont tirées de différents volumes. Pour aboutir, ensuite, au troisième, c'est la planification. Donc, beaucoup d'images tirées de Rita Carter. Au niveau des droits d'auteur, à l'université, le monsieur m'a dit, si vous en avez moins de 25, vous n'avez pas besoin de demander de permission. Donc, en Rita Carter, il y en a beaucoup, mais il n'avait pas 25, il avait 15, quelque chose comme ça. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de problème. Et il m'a dit, faites attention, par contre, si les gens de votre colloque publient quelque chose, là, c'est eux autres qui ont le problème du droit d'auteur, c'est plus vous. Bon, alors c'est pour ça que je vous dis, on vérifiera qu'est-ce qu'on peut faire. Mais vous avez finalement le texte. Vous ne l'aurez peut-être pas sur le site, mais vous l'avez, vous étiez là, vous avez le texte. Et on pourra en arriver finalement aux émotions. Alors, j'ai tout un secteur sur les émotions. Il y a les idées de M. Laborit, d'un document qui a été primé par la télévision française qui s'appelle « La mécanique du plaisir ». Donc, j'ai essayé de donner plein d'informations pour vous montrer que mon modèle, quand même, il y a des appuis théoriques, il y a des appuis illustrés aussi, avec des documents récents. Et finalement, on aboutit à la mémoire. Alors, il y a les mémoires du cerveau, la mémoire déclarative, la mémoire procédurale et tout ça, pour finalement arriver à quelques applications. Donc, j'ai fait quelques applications de ce modèle-là. Okay? Donc, il y a eu 3 applications, je les présente rapidement. Il y a eu la verbalisation avec des enfants hyperactifs. Ça a donné un résultat. Alors, si vous allez voir... je vais aller tout de suite, là. Si vous regardez les résultats statistiques, la seule chose qui n'a pas changé de façon très significative, c'est l'attention des enfants. Et aujourd'hui, je peux comprendre qu'avec la problématique des neurotransmetteurs, c'est pas parce qu'on les fait verbaliser que les neurotransmetteurs sont plus actifs. Alors, j'étais contre le Ritalin dans le temps, et je m'aperçois par contre que le Ritalin a des effets biochimiques que je suis obligé d'accepter. Hein? Mais il reste que dans d'autres domaines, je me souviens que les psychologues m'ont appelé, qu'est-ce que vous avez fait à ces enfants-là? Comment ça se fait que leur quotient verbal a augmenté autant de façon significative? Bien, vous vous doutez qu'on les faisait parler tout le temps. À chaque fois qu'il y avait une consigne ou qu'il y avait une explication, il fallait qu'ils nous la répètent. Okay? Donc, et ils la répétaient parce qu'on leur avait dit, puis ils la répétaient parce que c'était important pour les choses qu'il y avait à faire. Donc, vous voyez un peu l'idée de la verbalisation. Là, j'avais appelé ça la verbalisation. C'était tout le temps de retransmettre à l'enseignant ce qu'ils avaient compris. Et je disais à l'enseignant, ils ne pourront pas être impulsifs, ce qui était leur principale difficulté, parce que vous allez avoir le contrôle dessus. Tu m'as demandé de faire telle chose. Parfait. Non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Vous intervenez jusqu'à temps qu'il vous verbalise comme il faut, qu'est-ce que vous lui avez demandé, et il passe à l'action. Et là, vous pouvez le récompenser parce qu'il a fait ce que vous avez demandé. Donc, c'est ça qui a donné des résultats. Alors, il y avait le quotient intellectuel qui a changé de façon très significative. Il y avait, vous avez tous les détails du test d'intelligence. Vous avez le test d'impulsivité réflexion. Le temps de réflexion a augmenté, l'impulsivité a diminué. Vous avez le test de Piaget sur les notions de droite et gauche. Vous avez le test de Head. Vous avez le test de Pierre Harris, qui est un test sur l'estime de soi. Donc, l'estime de soi, on avait 2 groupes contrôle. L'estime de soi a augmenté de façon étonnante par rapport au groupe contrôle. Donc, il s'est passé des choses intéressantes là-dedans.
Il y a aussi l'analyse neuropsycho. Alors, très rapidement, je vais vous présenter ce que c'est. L'analyse neuropsycho, c'est d'utiliser le modèle par rapport à un autre modèle qui est le modèle de la démarche didactique. Alors, moi, je suis pro que l'enseignant prépare son intervention. Donc, j'ai mis au point ce qu'on appelle le modèle de la démarche didactique, où tout est planifié. On a identifié quelle sorte de contenu, on a prévu la stratégie d'enseignement, les objectifs à atteindre, la stratégie d'apprentissage, la stratégie d'évaluation, puis comment on va corriger. Et les étudiants doivent appliquer ça dans tous les domaines du programme de formation de l'École québécoise. Okay? Et ensuite de ça, ils doivent faire l'analyse neuropsychopédagogique de l'activité qui a été préparée. Donc, j'en ai présenté une ici, là. C'est ce qu'on appelle le carré magique. Donc, vous allez pouvoir rapidement consulter toute la démarche qui est impliquée, tous les éléments de la stratégie d'apprentissage. Il doit faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. On va l'évaluer de telle façon et on va corriger de telle façon. Puis, vous avez ensuite notre fameux modèle de l'analyse neuropsychopédagogique de l'activité d'apprentissage. Et celle-ci porte sur, évidemment, le carré magique. Je vais rapidement... ce monsieur qui est à ma gauche est mon webmestre depuis plusieurs années. C'est lui qui a construit mon site qui s'appelle, pas moi qui l'ai choisi, là, Paradis du futur enseignant. C'est lui qui l'a choisi. Et il y a sur ce site-là, évidemment, la coopérative des démarches didactiques. C'est ça.